Un pas de plus dans la mauvaise direction, et les arbalètes libéreront leurs flèches. Si vous ouvrez la mauvaise porte, vous sombrerez dans une rivière de mercure. Il est presque impossible de sortir de ce lieu, mais s'y rendre est encore plus ardu. Non, ce n'est pas le décor d'un film d'aventure sur quelques chasseurs de trésors. Il s'agit d'un véritable tombeau gigantesque, truffé de pièges et de ruisseaux de mercure toxique. Et il n'est pas niché au cœur de la jungle amazonienne, ni sur une île inconnue. Ce tombeau se trouve au centre de la Chine, à proximité de la ville de Xi'an. Et savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? Il a été édifié il y a plus de 2000 ans. Et encore aujourd'hui, au XXIe siècle, nous ignorons toujours comment y pénétrer. Commençons toutefois par le commencement. Beaucoup d'entre vous ont sans doute entendu parler de l'armée de terre cuite, des milliers de sculptures en argile représentant des humains. Elles furent découvertes pour la première fois en 1974, lorsqu'un groupe de paysans creusait des tranchées près de Xi'an. Ils mirent au jour une figure détaillée à taille humaine. Et ce n'était qu'une parmi 1000. Chaque sculpture fut réalisée avec le plus grand réalisme, chacune possédant des détails qui lui étaient propres. Plus de 50 ans se sont écoulés, et les scientifiques poursuivent l'exhumation de ces sculptures. Leur nombre a désormais dépassé 8000. Mais quelle est leur fonction? Ces statues de terre cuite gardent, en quelque sorte, le tombeau de l'empereur Qin Shi Huang. Homme d'une influence considérable en Chine, il ne fut pas seulement enterré dans un simple mausolée. Ses serviteurs érigèrent un complexe funéraire de la taille d'une petite ville. Ainsi, si des milliers de gardes en argile protègent symboliquement le lieu, il est difficile d'imaginer ce qui se trouve au centre de ce tombeau ancien et colossal. Mais découvrons d'abord qui était Qin Shi Huang, avant de nous pencher sur ses pièges périlleux. Il était le premier fils du souverain du royaume de Qin, l'un des 6 royaumes qui existaient alors sur le territoire de la Chine moderne. En 259 avant notre ère, à sa naissance, ces 6 royaumes demeuraient indépendants et séparés les uns des autres. De plus, un violent conflit les opposait depuis plus de 2 siècles. Qin Shi Huang s'avéra pourtant l'homme capable de conquérir et d'unifier tous ces royaumes. Il devint bien plus qu'un simple roi. Il fut le premier empereur de Chine. Mais comment parvint-il à accomplir l'impossible? Les catastrophes naturelles, une stratégie habile, des tactiques ingénieuses et ses propres compétences lui permirent de soumettre les 6 royaumes. Les spécialistes discutent encore de certains détails de cette réussite. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est que Qin Shi Huang était un empereur d'une grande sagesse et d'une intelligence remarquable. Il n'est donc guère surprenant que son sépulcre se révèle si immense. Il fut enseveli dans le plus vaste et luxueux complexe funéraire de toute l'histoire de la Chine. Cette étendue, de la taille d'une petite ville, recèle de nombreuses cavernes souterraines, abritant tout ce dont un empereur pourrait avoir besoin dans l'au-delà. Dans la Chine ancienne, tout comme en Égypte, on croyait que lorsqu'un empereur quittait ce monde, il pouvait emporter avec lui les biens enterrés à ses côtés. Malheureusement, cela pouvait parfois concerner des êtres humains. Qin Shi Huang, avec discernement et sagesse, choisit cependant de recourir à des statues d'argile. Mais ce qui est le plus remarquable, c'est que les architectes et les bâtisseurs de ce complexe l'ont rendu impénétrable. L'ensemble de la zone recèle d'innombrables secrets, artefacts historiques et objets d'une valeur inestimable. Au cœur de ce tombeau se dresse un somptueux palais abritant le corps de l'empereur. Imaginez combien de trésors y sont conservés. Tous étaient destinés à rester intacts et invisibles aux yeux des autres. Et il est fort probable que nous ne puissions jamais y accéder, du moins dans un avenir proche. L'ancien historien chinois, Sima Qian, évoqua ce tombeau environ un siècle après l'inhumation de l'empereur. Il écrivit que ce lieu recelait des pièges mortels, prêts à annihiler quiconque oserait pénétrer à l'intérieur. Les ingénieurs avaient installé des arbalètes chargées de flèches et répandu une immense quantité de mercure, simulant le cours des rivières. Bien sûr, cela remonte à 2000 ans, et les arbalètes ne fonctionnent probablement plus, mais le mercure, lui, demeure éternel. Métal toxique, brillant et fluide, il est fascinant à regarder, mais à ne jamais toucher. Même une minuscule goutte peut endommager votre corps. Inhalée ou ingérée, elle affecte les nerfs, le foie, les reins et provoque de nombreux autres symptômes. Et ce n'est qu'une goutte. Imaginez la dangerosité des rivières de cette substance.
Qui peut savoir quelle quantité de mercure les bâtisseurs ont pu y déverser? Mais même si vous échappez à tous les pièges et évitez la rivière empoisonnée, le mercure peut encore vous nuire. Ces vapeurs traversent les fissures des murs, ce qui implique que l'ensemble du tombeau est probablement imprégné de ce métal. Et ce constat n'est pas une simple supposition. Les scientifiques ont mesuré le niveau de mercure sur le site de fouilles et l'ont trouvé bien supérieur à la normale. Pourquoi le mercure? Dans la Chine ancienne, il était perçu comme l'élixir de jouvence, la source de l'immortalité. D'après les archives, Qin Shi Huang prenait fréquemment des pilules contenant cet élément, ce qui pourrait expliquer que sa vie se soit achevée à l'âge de 49 ans. Dans tous les cas, les fouilles peuvent endommager les structures anciennes et les artefacts. Par exemple, les archéologues ont causé d'importants dégâts à la tombe de Toutankhamon lors de son exploration. On creuse le sol, et soudain l'entrée s'effondre, détruisant vases, parchemins, décorations intérieures et autres objets. Même en procédant avec soin, les inscriptions et dessins muraux peuvent être altérés par le soleil ou l'oxygène. Les lieux privés d'air frais et de rayons ultraviolets depuis des millénaires possèdent une composition chimique particulière et sont fragiles au contact du monde extérieur. Dans les années 1970, lors de l'excavation de l'armée de terre cuite, le pigment des peintures se détachait sous l'effet du soleil et de l'air. Heureusement, les archéologues s'adaptèrent rapidement et mirent au point une technique permettant d'extraire les statues sans altérer les peintures. Ce fut un processus long et méticuleux, mais nécessaire. Et voici pourquoi. Selon des écrits anciens, l'empereur avait créé un royaume souterrain, avec un somptueux palais en son centre. Le plafond de ce palais était décoré de perles précieuses, simulant les étoiles dans le ciel nocturne. Et ce n'est que le plafond. Il est difficile d'imaginer la décoration des murs, du sol et du reste du tombeau. De plus, les scientifiques s'attendent à découvrir de nombreuses autres statues représentant les serviteurs de l'empereur. Ainsi, le tombeau de Saint Shehuang représente un véritable paradis pour archéologues et historiens. Pourtant, il faudra plus d'une génération avant de pouvoir extraire l'ensemble des trésors qu'il recèle. Certains experts estiment que l'exploration complète de ce vaste complexe pourrait s'étendre sur plusieurs siècles. Toutefois, les nouvelles technologies archéologiques sont susceptibles de tout transformer. Par exemple, les méthodes de recherche non invasives permettent d'observer le tombeau sans y pénétrer, grâce à des dispositifs spécialisés. Une autre approche consiste à utiliser les muons, produits subatomiques issus de la collision des rayons cosmiques avec les atomes de l'atmosphère terrestre, capables de traverser des objets solides comme le feraient des rayons X. Quant aux nanotechnologies, imaginez des millions de minuscules robots excavateurs s'engageant dans le tombeau, explorant et scannant méthodiquement chaque recoin, transmettant ensuite les informations à un ordinateur qui permet aux scientifiques de créer un modèle holographique fidèle du site. Tout cela paraît fascinant, mais pour être honnête, le charme de l'archéologie s'en trouve réduit. C'est une chose de déterrer soigneusement un artefact ancien de ses mains, de l'observer de près et de le nettoyer minutieusement après des siècles passés sous terre. Il en va tout autrement lorsque l'on se contente de scruter un écran d'ordinateur. Néanmoins, les technologies utilisant des muons ou des robots divers garantissent la sécurité des chercheurs. Il vaut infiniment mieux qu'un ordinateur tombe dans un piège que cela n'arrive à un archéologue. Un jour, je parcourais la jungle, muni d'une carte mal dessinée sur un morceau de tissu. Après des jours de marche, j'atteignis un ancien temple maya. Dès que j'y entrais, un bruit étrange se fit entendre. Je me retournai pour partir, mais soudain, le sol se fissura sous mes pieds, et je tombai directement dans une tombe vieille de 1600 ans. Finalement, j'eus de la chance. Ce jour-là, je ressortis chargé des jades étincelants, de coquillages sculptés, et je trouvai aussi un masque effrayant. Sa malédiction me hante toujours aujourd'hui. Bon, ça ne s'est peut-être pas passé exactement comme ça. Ou peut-être que ça ne m'est même pas arrivé. Hélas, l'archéologie dans la vraie vie, c'est pas comme les films d'Indiana Jones. Cependant, les découvertes peuvent être tout aussi importantes. Surtout au Belize, où des archéologues viennent de découvrir la première tombe identifiable d'un souverain dans la ville maya perdue de Caracol. Après 40 ans de fouilles. Une équipe a finalement réussi à ouvrir une chambre cachée, enfouie profondément sous une structure qu'ils avaient déjà étudiée. Et à l'intérieur de cette tombe, qui a environ 1600 ans, se trouvait Tekab Shak, le premier roi connu de Caracol.
On traduit couramment son nom par « Dieu de la pluie et de la branche d'arbre », ce qui est très poétique et vraiment génial. Le roi Tchak était considéré comme une divinité maya qui contrôlait la pluie, le tonnerre et les éclairs. Selon le folklore, il utilisait des haches pour frapper des serpents porteurs de pluie dans le ciel, et il se mettait à pleuvoir. Le roi enterré est considéré comme le fondateur de la dynastie. Et cette dynastie a duré plus de 460 ans. Et en jugeant par ce qui a été enterré avec lui, nous pouvons supposer que le roi Shahak était très admiré. Sa tombe contenait des perles de jade, des os sculptés, des bijoux en coquillage et des vases en poterie rituelle. L'un de ces vases représente Ekchua, la divinité maya du commerce, recevant des offrandes. D'autres montrent des prisonniers liés. Les archéologues ont su qu'ils avaient trouvé une haute royauté lorsqu'ils ont remarqué des quantités considérables de cinabre rouge dans la tombe, un matériau rare et coûteux propre au monde maya. Il y avait aussi un masque en mosaïque de jade, assemblé comme un puzzle pour couvrir le visage du roi d'un vert éclatant. On n'utilisait pas seulement le jade parce qu'il est très brillant. Il était sacré et symboliquement associé à la vie et à la mort. Le jade poli scintille comme s'il avait été trempé dans de l'eau, et il est froid au début mais se réchauffe rapidement dans la main. Pour les anciens Mayas, cette qualité faisait du jade une substance vivante, respirante. Et pour cette raison, il possédait une grande importance religieuse et spirituelle. Les Mayas l'associaient au souffle de la vie, à la royauté, à l'éternité. Couvrir de jade le visage de quelqu'un montrait à quel point cette personne était importante. Le masque du roi Shak n'a pas encore été examiné correctement, mais un autre masque célèbre, celui du roi Pakal, est lui constitué de plus de 346 fragments de jade vert. Un travail méticuleux. Mais ce qui est peut-être le plus fascinant, symboliquement à propos de ce roi, c'est qu'il était vieux, pas seulement parvenu au bout d'une longue vie, mais vieux au point d'être édenté. Pour nous, cela signifie qu'il ne sait pas bien nettoyer les dents. Parce que non, on ne perd généralement pas ses dents simplement en vieillissant, à condition qu'on maintienne une bonne hygiène bucco-dentaire et qu'on ait les soins adéquats. D'un autre côté, selon les légendes mayas, les édentés possédaient des pouvoirs spirituels. Les dirigeants et les chamans servaient d'intermédiaires entre les différents royaumes, et dans l'art, les divinités âgées ou du monde souterrain étaient souvent représentées sans dents. Et puisqu'on parle de monde, la cosmologie maya divisait l'univers en 3 couches. Le monde du haut était le domaine des dieux. Le monde du milieu était celui des hommes. Il reposait sur le dos d'une tortue ou d'un caïman géant et était entouré d'une mer primordiale. Et en dessous se trouvait le monde d'en bas, connu sous le nom de Xibalba, un royaume sombre et complexe, peuplé d'esprits et d'ancêtres. Et certaines personnes, notamment les dirigeants, les chamans et les anciens, étaient censés se déplacer entre ces mondes. Notre roi était un dirigeant, portait un nom de type divin et était un ancien édenté. Son niveau de puissance devait être incommensurable. Mais ce n'est pas tout. Voici le plus inquiétant. La tombe était enfouie sous une autre tombe, découverte en 1993. Les archéologues enquêtèrent sur une autre sépulture lorsqu'ils ont réalisé qu'une autre chambre était cachée en dessous. Une cachette intéressante. Remarquablement, ça a fonctionné. Pendant plus de 1600 ans, personne ne l'a trouvée. Cela fait de la tombe de Tekab Chahak la première jamais découverte à Karakol, qui puisse être définitivement liée à un souverain connu, grâce aux hiéroglyphes, au contexte funéraire et aux artefacts. Si vous n'êtes pas fan de géographie ou d'histoire, vous n'avez probablement jamais entendu parler de Karakol. Aujourd'hui, c'est une ruine isolée au cœur des jungles de l'ouest du Belize. Mais il y a environ 16 siècles, Karakol était l'une des plus grandes et des plus puissantes villes de tout le monde maya. À son apogée, elle s'étendait sur plus de 200 km², ce qui, pour référence, est plus vaste que l'actuelle Belize City. Sa population était d'environ 100 000 personnes. C'est plus que la plupart des villes européennes de l'époque. Et elle n'était pas seulement grande, elle était avancée. Karakol comptait des pyramides, des terrains de jeux de balles, des palais, des réservoirs et un système routier très complexe. Des autoroutes de calcaire s'étendant sur des kilomètres à travers la jungle. Des fouilles passées ont également mis au jour des pointes de flèches, des forêts, des fusailloles, des figurines et des outils du quotidien. La tombe de Tekab Chahak est l'une des 3 tombes principales trouvées dans l'acropole nord-est. Celle-ci est située près de Kahana. Le complexe architectural central de Karakol est l'un des plus hauts bâtiments construits par l'homme au Belize jusqu'à aujourd'hui. Il atteint une hauteur impressionnante de 43 mètres et comporte plusieurs étages où l'on trouvait l'élite et les temples. Mais même avec cette taille,
Trouver des tombes n'est pas du tout chose facile. La plupart ont déjà été pillées. Nous ne savons pas ce qui se cache encore là-bas. Et dans certaines zones, creuser risque de causer de dégâts. C'est pourquoi il a fallu des décennies aux chercheurs pour finalement trouver quelque chose d'intact. Toutefois, ils ont répertorié plus de 850 sépultures et 175 tombes à Caracol au cours de leur mission qui a duré 4 décennies. L'une des premières tombes, datant d'environ 350 de notre ère, est une sépulture par crémation contenant des artefacts rituels tels que des lames en obsidienne, des pointes de lance et des stylets de céramique associés au Mexique central. Si vous êtes archéologue, cette ville sera pour vous mine d'or historique. Mais les mines d'or historiques s'accompagnent souvent de mises en garde. Par exemple, n'entrez pas, le plafond pourrait vous tomber dessus. De plus, même si les scientifiques sont enthousiastes à propos de cette découverte, le roi est probablement agacé s'il peut réellement voyager entre les différents mondes. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant que le repos éternel du roi a été perturbé? En ouvrant et en entrant dans la tombe de Tecabtchac, les archéologues ont pénétré dans un lieu sacré censé rester fermé. Les tombes mayas n'étaient pas simplement des trous dans le sol avec un cercueil joliment taillé. Elles étaient scellées comme des coffres cosmiques, fermés avec de la pierre, de la terre, et parfois des rituels de fermeture élaborés. L'idée, c'est qu'une fois refermé, ce que la tombe contenait ne devait plus être touché. L'archéologie à Caracol et dans d'autres villes mayas nous ont bien prouvé tout ça. Des couches épaisses et impénétrables, des offrandes définitives et des débris soigneusement déposés signifiant clairement que nul ne devait pénétrer à l'intérieur. Les archéologues d'aujourd'hui les traitent encore ainsi. Ils travaillent selon des lois et des protocoles stricts et font montre du plus grand respect pour ce que tout cela représentait pour les bâtisseurs d'origine. Cependant, il est étrange de penser à la mythologie et de se demander si Tchak va hanter les archéologues. Je suppose que nous verrons bien. Il ne devrait pas avoir peur. Il est vieux et n'a pas de dents. Peut-être qu'il les embêtera avec de la pluie. Après tout, il tient son nom d'une divinité pluvieuse, et nous ne connaissons toujours pas sa véritable puissance. Les Mayas étaient une civilisation fascinante, et leur structure compte encore parmi les plus mystérieuses que l'on puisse trouver. Bien qu'ils aient été isolés du monde connu, ils ont également construit des pyramides sans grue, cartographié le ciel nocturne sans télescope, et ils savaient comment enterrer un roi. Caracol est plein de secrets. Une tombe cachée sous une autre tombe, un roi édenté avec un masque effrayant, et le nom d'une divinité, c'est presque incroyable. Et étonnamment, on continue aujourd'hui de faire des découvertes. Alors peut-être qu'il n'est finalement pas trop tard pour moi. Mais d'abord, voyons un peu les conséquences de cette malédiction, d'accord ?